Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire, c'est Pierre-Henri Grenier, le directeur exécutif de la Banque de la Transition Énergétique, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes pour comprendre comment cette structure de la Banque Populaire met l'épargne verte au service des transformations énergétiques et environnementales. D'abord, je reçois Lénaïque Pinault, qui est la directrice du développement durable de JC2Co. Quelle est la trajectoire de décarbonation du groupe? Réponse dans une minute. Le débat de ce Smart Impact, il sera consacré à l'industrie verte, au dynamisme des métropoles. On détaillera les résultats de l'étude du réseau d'agences immobilières Arthur Lloyd, avec un bilan 2025, une hausse de 13% des projets d'industrie verte en France. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai FedChef. C'est une plateforme de réservation de services gastronomiques. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Lénaïque Pinault. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la directrice du développement durable de JC2Co, alors groupe très connu des Français dans nos villes, dans nos vies quotidiennes. Comment se porte le groupe aujourd'hui ? Écoutez, le groupe se porte très bien, avec une belle croissance, une croissance en conscience, avec une belle performance extra-financière également. Et je suis ravie de vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui nos éléments. Oui, alors justement, quand on parle de trajectoire de décarbonation, quels objectifs vous vous étiez donnés, où vous en êtes aujourd'hui ? Alors, en fait, il faut bien remettre en perspective cette ambition qui s'inscrit véritablement en lien avec notre business model, puisque depuis la création de l'entreprise, on est une entreprise à impact. Parce que ce que je voudrais vous rappeler, c'est que la communication extérieure des grandes marques finance l'intégralité des mobiliers que nous concevons, déployons et entretenons sur le territoire, sans peser sur le budget des collectivités ni le pouvoir d'achat des consommateurs, des citoyens, exactement. D'accord. Et donc, fort de ce business model où la frugalité, la sobriété étaient vraiment des maîtres mots dans notre activité, nous avons voulu aller plus loin et nous avons effectivement défini une stratégie climat ambitieuse qui a été validée en 2024 par la Science Based Targets Initiative. Et donc, notre objectif est d'atteindre le net zéro en 2050, donc réduire de 90% nos émissions carbone, scope 1, 2 et 3 en absolu. Mais nous avons également un objectif à plus court terme, 2030, de réduire le scope 1 et 2 de 74% et de près de 50% notre scope 3. Donc c'est très ambitieux. L'année de référence, c'était quoi ? 2019, effectivement. 2019, d'accord. Et donc vous en êtes où pour 2030 ? Parce que cette échéance approche. Et oui, c'est demain. Donc effectivement, il est grand temps d'agir. Et nous avons aujourd'hui une belle performance puisque nous sommes à moins 40% d'émissions carbone en 2025 versus 2019 sur l'ensemble de nos scopes. Alors sur quel levier vous agissez pour obtenir ces résultats ? Alors on a plusieurs leviers effectivement. Le premier, c'est l'énergie. L'énergie, la consommation énergétique de nos mobiliers, c'est depuis toujours un engagement fort du groupe et nous déployons les meilleures technologies. Nous faisons de l'extinction de nuit, de la modulation de l'intensité lumineuse, ce qui nous permet de contrôler cette énergie. Ensuite, bien évidemment, la flotte de véhicules et cette transition vers des véhicules bas carbone, électriques ou toute autre solution pertinente en fonction des marchés, mais surtout nos mobiliers. Et donc là, quand on parle de nos mobiliers, on va faire référence à l'économie circulaire, avec d'une part l'éco-conception de nos mobiliers, mais aussi et surtout le reconditionnement, la rénovation de nos mobiliers. Et ça, c'est nouveau ? C'est très nouveau, le fait de se dire, tiens, ce mobilier urbain, on va peut-être lui donner une seconde vie, voire une troisième vie ? Alors, dès le début, dès la création de l'entreprise, l'objectif, c'était la création longue durée de nos mobiliers. On est contre l'obsolescence programmée, on est sur la qualité programmée, avec des mobiliers qui peuvent durer en moyenne 30 ans, mais nos contrats sont plutôt autour de 15 ans. Donc, dès le début, notre objectif était de pouvoir les rénover grâce aussi à la maintenance qualitative que nous effectuons. Mais cette décision ne nous appartient pas. C'est bien évidemment les collectivités locales. Et c'est là l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est de sensibiliser la commande publique
au verdissement de la commande publique et l'intégration de critères développement durable et notamment la possibilité de rénover ses mobiliers. Ouais, vous avez créé d'ailleurs un index qui s'appelle l'Eco-Design Index. C'est ça, cet outil de mesure là, de quoi, de la performance environnementale ou énergétique de vos produits. C'est ça qui va aider les collectivités à faire les choix? Alors, c'est un des leviers. C'est l'un des leviers, effectivement, c'est un de nos outils qui permet, comme le Nutri-Score, d'évaluer la performance environnementale de nos mobiliers dans une même famille. Et donc, à titre personnel, au sein de l'entreprise, ça nous permet d'évaluer et d'optimiser nos mobiliers, mais aussi de partager ces informations pour prendre une décision plus éclairée pour les collectivités. Et effectivement, on en a grandement besoin. Est-ce que vous voyez de plus en plus dans les appels d'offres des dites collectivités ces enjeux environnementaux prendre de la place, de plus en plus de place? Ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite. Il faut véritablement qu'on accélère. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, le marché devient de plus en plus mature. Et demain, il y aura la loi climat et résilience. Donc, à partir d'août 2026, l'intégralité des appels d'offres de la commande publique devront intégrer des critères RSE. Mais le reste du monde ne s'est pas encore saisi de ces sujets-là au regard de notre expérience et des appels d'offres auxquels nous répondons. Donc, on a un véritable boulevard d'amélioration et d'optimisation pour atteindre notre objectif commun, la décarbonation de nos activités. Ça veut dire que la France est plutôt en avance? Tout à fait. Sur Vraiment ce sujet-là, oui. Et d'un point de vue réglementaire, on va accélérer. Nous, déjà en 2025, la quasi-totalité de nos appels d'offres intègrent des critères RSE. Mais l'enjeu, ça va être le poids, véritablement leur intégration et leur reconnaissance, et après la capacité des collectivités locales à discriminer une entreprise véritablement sur ses pratiques responsables. À la choisir sur ses bonnes pratiques. On a parlé de cet Eco-Design Index, il y a un autre outil que vous appelez le 360 Footprint. Alors c'est quoi? C'est un calculateur d'empreinte carbone, c'est ça? Alors plus que ça. Alors racontez-moi. Alors en fait, c'est un outil pionnier sur le marché puisqu'il intègre plusieurs dimensions. La partie empreinte environnementale avec le carbone et l'eau, mais aussi les externalités positives de la communication avec l'empreinte socio-éco. Donc là, c'est pardon de vous interrompre pour être sûr de bien comprendre. C'est pas le mobilier, c'est la campagne d'affichage qu'on va évaluer, c'est ça? Exactement. C'est véritablement pour nos annonceurs et les agences médias, pour qu'elles puissent comprendre l'impact de leur campagne, diffuser sur nos mobiliers et avoir cette vision holistique de l'empreinte d'une campagne pour prendre conscience de l'impact de nos activités et surtout engager une réflexion sur comment optimiser bien évidemment nos impacts. Mais alors, je vais vous poser une question de béotien. C'est quoi? C'est une affiche qu'on met sur un panneau. Donc, comment on peut faire? En quoi cette campagne elle va avoir plus ou moins d'impact carbone, biodiversité, eau, etc. Alors déjà, ce qui est important de regarder, c'est notre média dans l'univers global des médias. L'affichage extérieur sur des panneaux numériques, c'est 0,04% des consommations énergétiques des TIC en France. 6 fois moins que Internet et 17 fois moins que la télé. Donc déjà, ça, ce sont des grandes données. Et ensuite, sur nos mobiliers, on va prendre en considération, bien évidemment, nos activités d'opération, de maintenance des mobiliers, mais aussi la conception de ces mobiliers dans une vision globale, holistique, et surtout le mix énergétique des pays, puisque ce produit a été lancé en France, mais aussi en Allemagne, au Brésil, en Italie, demain en Chine, Hong Kong, Pays-Bas, Espagne, Portugal. Et donc là, on va avoir une vraie variation de l'empreinte carbone, eau et socio-éco des campagnes. Donc là, vous êtes en train de le déployer à l'international. Exactement. D'accord. Donc on a vu ce calculateur d'empreinte carbone pour les campagnes publicitaires, l'outil de mesure de la performance environnementale pour les produits de co. Ça se concrétise par une reconnaissance d'une certaine façon, JC Deco, et pour la 3e année consécutive dans la liste A du Carbon Disclosure Project. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette continuité? C'est très important. Avoir des engagements ambitieux en matière environnementale, sociale et sociétale, c'est bien.
avoir une reconnaissance externe, c'est mieux. Et notamment pour convaincre nos clients, nos partenaires, collectivités et annonceurs, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir des preuves. Nous devons rester humbles, nous avons encore beaucoup à délivrer, à faire avec notre écosystème, mais aujourd'hui, c'est un gage de référence sur le marché que nous sommes engagés dans une trajectoire ambitieuse et responsable pour optimiser nos impacts. C'est assez effectivement exigeant, on va dire, le CDP, le Carbon Disclosure Project. Qu'est-ce que ça suppose comme effort de votre part pour rester dans cette liste A ? C'est une remise en question au quotidien. Il ne faut pas oublier que chaque année, le CDP augmente son niveau d'exigence. Ça veut dire qu'on était le leader hier, mais si on veut le rester demain, il faut continuer de prendre des engagements, de délivrer ces engagements et de déployer des plans d'action. Donc nous, au quotidien... La liste A, ça représente quoi? C'est les 4-5% d'entreprises? 4% des 20 000 entreprises évaluées par le CDP, effectivement. Et donc, sur le climat, aujourd'hui, on a fait le travail sur le scope 1 et le scope 2, c'est-à-dire notre flotte de véhicules, les consommations énergétiques de nos mobiliers. Et maintenant, c'est véritablement le scope 3. Et seul, on va plus vite, mais là, on a vraiment besoin de notre écosystème pour atteindre nos objectifs, et notamment sur les mobiliers. Un dernier mot sur l'éditorial, en fait, sur le rôle, finalement, qu'une campagne de communication extérieure peut avoir. On parle beaucoup de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits. Est-ce que vous l'intégrez, vous le voyez à l'œuvre aujourd'hui, un peu plus? Tout à fait. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de transition sans communication. Le rôle de la communication, c'est justement de projeter les imaginaires, de raconter un nouveau récit pour accompagner cette transformation de la société qui est nécessaire et rendre plus désirables les comportements de demain. Et donc, concrètement, ça passe par la mise en avant de nouveaux produits, de nouveaux réflexes, d'une société plus inclusive à travers les campagnes de communication. Merci beaucoup, Lénaïque Pinault. À bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre débat. On parle d'industrie verte. On parle d'industrie verte tout de suite dans le débat de ce Smart Impact avec Sévan Torossian. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur études et recherches d'Arthur Lloyd France. Antoine Huard, bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Verso Énergie, le réseau d'agences immobilières Arthur Lloyd qui publie une étude, alors à la fois sur le dynamisme des métropoles, mais sur cette question d'industrie verte. Pourquoi un réseau d'agences immobilières s'intéresse à l'industrie verte ? Eh bien, c'est une excellente question. En fait, nous sommes un conseil. Nous accompagnons les entreprises sur le volet immobilier, qu'il s'agisse de bureaux, de locaux d'activité, de locaux logistiques, de commerce. Et donc, il nous faut décrypter les nouvelles tendances, les nouveaux écosystèmes qui émergent dans les territoires. Tout d'abord pour comprendre ce qu'il se passe dans nos territoires, une mutation du tissu industriel, mais également pour mieux accompagner nos clients qui sont en fait des entreprises et qui sont à la recherche de locaux professionnels. Et donc, ça permet aussi, et là, ça fait écho à notre maillage, ça permet à notre réseau, qui est très implanté donc, en France, avec un ancrage dans 70 implantations, eh bien, d'être en avant-poste du développement économique des territoires. Ouais, c'est un peu comme une vigie, et donc il faut détecter les signaux, les évolutions. Verso Énergie, vous êtes déjà venu dans l'émission, Antoine Huard, mais je veux bien que vous nous présentiez l'entreprise en quelques mots. Oui, bonjour et merci de votre invitation. Donc Verso Énergie, en quelques mots, on est un énergéticien. On s'est fixé pour mission à la fois deux objectifs, la décarbonation et la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Et donc on fait ça en produisant à la fois de l'électricité renouvelable en France et également de la production de molécules synthétiques. Ce qu'on appelle les molécules synthétiques, elles sont partout, on l'ignore, mais par exemple le pétrole, on peut le remplacer avec du carburant synthétique. Le charbon, on peut le remplacer avec de l'hydrogène produit de manière synthétique. Donc c'est ce qu'on fait avec Verso Énergie pour à la fois décarboner des usages difficiles à décarboner, comme l'industrie. C'est très difficile de décarboner par exemple une usine qui produit de l'acier ou une raffinerie. On peut le faire aujourd'hui avec de l'hydrogène. Et puis décarboner également des moyens de transport qu'on juge également très difficiles à décarboner, comme l'aviation ou le transport maritime. Ça, c'est possible avec ces molécules synthétiques qui peuvent être produites sur notre territoire et qui peuvent demain remplacer les importations fossiles. Alors effectivement, cette notion de
territoire, de dynamisme des territoires. C'est ce dont on va parler avec une industrie verte qui est peut-être en train de redessiner la carte économique française. Stéphane Torossian, est-ce que c'est une transformation assez profonde finalement du tissu économique à laquelle on est en train d'assister? Oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est une transformation en fait du tissu économique. Il n'a échappé à personne effectivement qu'on était dans un cycle économique un peu ralenti depuis 3 ans, On peut dire ça même comme très ça, affecté, oui. on va dire. Et donc c'est vrai qu'il y a une mutation du tissu industriel avec des secteurs économiques qui sont en souffrance et d'autres qui émergent. Hein, c'est la fameuse destruction créatrice schumpeterienne. Donc on est peut-être entré dans une phase où la transition énergétique permet véritablement de faire émerger de nouvelles filières en France. Et c'est plutôt positif, je crois, pour notre territoire de voir que de nouvelles filières peuvent émerger, notamment dans les industries vertes. Et est-ce qu'il y a des régions qui sont plus dynamiques ou un peu plus pionnières que d'autres en la matière? Alors oui, au niveau national, donc 25 milliards d'euros qui ont été investis et effectivement certaines régions qui avaient auparavant déjà une tradition industrielle, un savoir-faire, des compétences émergent bien évidemment. Je pense notamment aux Hauts-de-France, je pense notamment à la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie aussi. Voilà, des régions qui ont une base industrielle solide, parfois aussi portuaire, et qui ont réussi finalement à attirer des capitaux, à faire émerger des projets en faveur de la transition énergétique. Oui, Antoine Huard, vous êtes dans quelle région? On est pour la production d'énergie renouvelable, on est partout, mais pour les projets industriels qu'on porte, pour la production de molécules synthétiques, on est principalement en région Grand Est, en région Nouvelle-Aquitaine, en région Normandie. Donc Grand Est avec un projet de production d'hydrogène qui va produire de l'hydrogène dès l'année 2029. Et la construction va démarrer dès l'année 2027 de cette nouvelle usine pour livrer de l'hydrogène à un sidérurgiste de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. Et également avec un projet de carburant de synthèse à Épinal, dans les Vosges, qui lui sera plutôt mis en service en 2031 pour produire du carburant pour l'aviation. Et pourquoi la région Grand Est? Eh bien, du fait de cette empreinte industrielle que vous évoquez, parce que effectivement, il y a un savoir-faire industriel, des territoires qui accueillent des projets industriels, et donc une acceptabilité, ça c'est un facteur très important. Et la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu pour les mêmes raisons aussi. Le choix de ces territoires qui nous ont accueillis et qui aussi présentaient, on y reviendra peut-être, des facteurs qui sont importants pour nos projets, mais qui ne peuvent pas forcément être généralisés aux autres projets industriels. C'est que nous, nos projets ont besoin de certains intrants, comme l'électricité ou le CO2 biogénique. C'est des choses qu'on ne trouve pas partout et on en trouvait dans ces régions. Est-ce que ça veut dire que vous vous implantez plutôt dans des territoires ruraux ou pas forcément d'ailleurs, et est-ce que ça fait partie, est-ce que c'est dans votre logique économique ou est-ce que c'est vraiment un choix pour redynamiser des secteurs? Alors pour répondre clairement, je distinguerais la production d'hydrogène où on s'implante plutôt dans des zones industrielles parce que les clients qui vont nous acheter cet hydrogène sont des industriels et l'hydrogène est difficile à transporter. Donc il vaut mieux aller tout près. C'est pour ça qu'en région Grand Est, on est dans la zone industrielle de Saint-Avold, un endroit qui s'appelle Carlin, où il y a déjà beaucoup d'industries installées et où on est très proche aussi des zones industrielles allemandes. On peut se raccorder pour transporter l'hydrogène sur une petite distance. En revanche, pour faire du carburant synthétique, pour remplacer le pétrole dans les avions ou dans les bateaux, on a besoin de capter du dioxyde de carbone non fossile, parce que c'est un intrant de base dans notre carburant. Par exemple, une papeterie, ils utilisent du bois pour faire du papier, et ils vont émettre dans l'atmosphère du CO2, mais ce CO2 ne vient pas du pétrole ou du gaz, il vient de l'arbre, il vient donc de l'atmosphère. Et ça, des papeteries, on en trouve dans les zones rurales. On en trouve parce qu'ils ont besoin de bois, donc ils sont proches des zones rurales, et donc c'est un formidable vecteur d'industrialisation aussi, de développement de l'emploi dans ces territoires ruraux, qui ont pu être un peu parfois laissés pour compte, de venir implanter ces usines de carburant synthétique dans ces territoires ruraux, et ils ne peuvent pas s'implanter ailleurs. Quelques chiffres, vous en avez donné un sur le financement de l'industrie verte en France, près de 25 milliards d'euros investis en 2025, 463 projets industriels recensés, c'est une hausse de 13% en un an, avec un niveau d'investissement globalement stable. Que nous disent ces projets-là, qui finalement sont pas isolés, sur la transformation de ces écosystèmes locaux dont on parlait? Eh bien, alors, ça nous dit qu'effectivement, cette transition énergétique, qu'il s'agisse d'hydrogène vert, de construction de panneaux solaires, de
fermes éoliennes, et d'ailleurs il y a des annonces hier sur de nouveaux appels d'offres sur l'éolien en mer. Ça nous dit tout simplement que ces projets s'appuient de plus en plus sur une base industrielle, elle aussi locale. On a des usines de production, par exemple, de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes en France, et donc ça permet de faire émerger encore une fois des écosystèmes et donc des créations d'emplois dans nos bassins industriels, dans nos bassins de vie. Et donc, encore une fois, je pense que c'est plutôt positif de se dire que tel ou tel projet va pouvoir créer 200, 400, 500 emplois. Et pourtant, il y a des freins. Quels freins vous voyez à ces projets d'industrie verte ? Alors, les freins sont nombreux, et je pense que monsieur pourra aussi en parler. Ils sont d'abord réglementaires, normatifs, aussi bien au niveau de l'Union européenne qu'au niveau français. Il faut évidemment un cadre clair, prévisible. Les acteurs industriels ont besoin de pouvoir prévoir un cycle industriel. Un projet industriel, c'est 10, 20, 30 ans. On n'est pas du tout sur des projets de court terme. Donc on a le cadre, on a bien évidemment la capacité d'accueil du territoire. On parlait tout à l'heure de foncier. Et effectivement, tous les territoires ne sont pas égaux sur le foncier industriel. Et là aussi, le cadre réglementaire ne nous aide pas toujours. Et évidemment, être appuyé par des compétences, par un volontarisme politique local, ça compte, bien évidemment. Et puis alors, il y a la question de l'accès à l'énergie, on y reviendra tout à l'heure, mais je veux bien vous entendre effectivement sur les freins ou les difficultés, alors peut-être réglementaires ou autres d'ailleurs, que vous avez rencontrées. Alors c'est très intéressant parce qu'on est dans une activité qui à la fois peut souffrir de réglementations mal conçues, mais dépend aussi beaucoup de réglementations si elles sont bien conçues. Donc par exemple, les carburants synthétiques, on peut en vendre, alors qu'ils coûtent plus cher que les carburants fossiles, évidemment, on peut en vendre aux compagnies aériennes parce qu'elles vont avoir une obligation réglementaire d'en consommer. Sans cette réglementation, il n'y a pas de projet industriel qui peut se concrétiser. Donc nous, on n'est pas contre toutes les réglementations. On pense en revanche que certaines réglementations peuvent être inadaptées au développement de ces projets. Je prends l'exemple du développement des projets de production renouvelable. Il faut aujourd'hui entre 5 et 10 ans en France pour développer, je ne parle pas du temps de construction, mais juste obtenir toutes les autorisations requises pour faire un parc solaire ou un parc éolien, parce qu'on applique à ces objets des réglementations qui ne leur sont pas adaptées. Un parc solaire, une fois que vous l'avez construit, 20 ans après, vous pouvez le démanteler, vous restituer le terrain dans son état initial. Est-ce que c'est normal qu'il s'inscrive dans le même cadre qu'un parking souterrain ou qu'une tour à la Défense? Vous voyez ce que je veux dire? Ça pose un certain nombre de questions. Donc nous, on milite pour qu'un cadre soit adapté de manière à ce que ces projets puissent sortir plus vite. Ça ne veut pas dire que ça doit être le Far West, mais ils doivent pouvoir sortir plus vite, de manière à être plus réactifs face aux enjeux aussi du monde. Dans la crise énergétique qui s'annonce là, dans la situation actuelle, mettre 5 ou 10 ans à produire, à sortir de terre des projets comme ça, c'est irresponsable en fait. Je pense qu'en Chine, ça va plus vite pour sortir. Alors en Chine, ça met pour un parc solaire de 700 mégawatts, ils mettent 8 mois de développement. On en a vu un récemment. Et nous, on mettrait probablement entre 5 et 10 ans, probablement plus proche de 10 ans pour un parc de cette taille-là. Ouais, ça donne bien la dimension de la concurrence. Parlons de l'accès à l'énergie. À quel point c'est effectivement un critère d'implantation industrielle majeur? Alors, en fait, ça dépend vraiment là aussi des industries et de quoi on parle. C'est vrai qu'il y a des sous-catégories qui sont beaucoup plus électro-intensives. Je pense notamment aux gigafactories de batteries. C'est évidemment l'exemple qui me vient en tête, mais d'autres secteurs également. Et là, effectivement, la proximité de centrales et la bonne connexion, d'avoir les bons tuyaux, si je puis dire, avec une puissance électrique très importante, est devenu un atout majeur. Je pense notamment à la Gigafactory qui s'implantera près d'Amiens, Tiama, donc Gigafactory de batterie. Voilà, si les planètes ne s'étaient pas alignées pour faire arriver les réseaux électriques suffisants pour permettre à cette Gigafactory de fonctionner, eh bien, elle n'aurait jamais pu émerger. Donc oui, c'est majeur aujourd'hui. Mais là aussi, on peut dire que la France a plutôt des atouts. C'est-à-dire que si on se compare à d'autres pays européens, on a une énergie décarbonée, la France, massivement décarbonée avec le nucléaire et le renouvelable aussi d'ailleurs. Mais en fait, la France est une terre bénie pour l'implantation de ces nouveaux projets industriels qui ont un point commun, quel que soit le secteur, c'est qu'ils vont avoir besoin d'électricité. On est dans l'électrification du mix. C'est pas que pour des raisons climatiques, c'est aussi parce que c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui l'industrie la plus moderne, et la Chine a déjà atteint un taux d'électrification de son mix énergétique plus élevé que le nôtre. Ils sont à 30%, on est à 25%. Et on doit viser 50% et au-delà.
On a une chance, c'est qu'on est surcapacitaire aujourd'hui. On a plus de production d'électricité que de demande, pour plein de raisons qui découlent aussi de la désindustrialisation et des efforts d'efficacité énergétique qui ont été faits. Donc on a de la marge pour implanter des nouveaux projets. Et aujourd'hui, on est dans malheureusement, souvent, quand on parle de cette surcapacité, cette surproduction électrique, la conclusion qui en est tirée, c'est de dire « Ah bah, faut arrêter d'installer des nouveaux moyens de production ». Les tenants de l'anti-renouvelable vont dire « Faut arrêter les renouvelables » et les tenants de l'anti-nucléaire vont dire « Faut arrêter les nouveaux réacteurs nucléaires ». Mais c'est absurde, ce serait une erreur magistrale, alors qu'au contraire, cette surcapacité nous offre l'opportunité d'avoir des prix plus bas, d'attirer plus d'industriels, mais les prix plus bas aujourd'hui ne vont pas suffire à attirer les industriels. Pour qu'ils viennent, il faut qu'ils aient la certitude que pendant de nombreuses années, ils vont avoir des prix bas. Et ça, c'est en leur envoyant le signal qu'on va continuer à installer des nouveaux moyens de production pour accompagner cette hausse de la consommation. C'est pour ça que cette situation surcapacitaire ne doit pas nous conduire à réduire le rythme de déploiement, mais au contraire à accélérer et à envoyer le signal à tout le monde, que ce soit des data centers, des gigafactories, des usines d'hydrogène, et puis aussi aux gens qui veulent acheter des véhicules électriques. Ben voilà, le carburant coûte 2,50 € à la pompe. Vous pouvez avoir de l'électricité pas chère si vous passez au véhicule électrique. Tout ça, ça s'inscrit dans cette question du prix de l'électricité en France. On a cet atout majeur par rapport à d'autres pays. Si on prend l'exemple des États-Unis, par exemple, les data centers aux États-Unis ne trouvent plus d'électricité. Ils installent des groupes électrogènes pour faire fonctionner leur data center. On n'est pas loin d'être aujourd'hui l'un des rares pays pouvant être en concurrence avec ça et pouvant attirer ces investissements. Il ne faut pas qu'on laisse passer cette opportunité historique. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec Pierre-Henri Grenier, le directeur exécutif de la Banque de la Transition énergétique. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Pierre-Henri Grenier. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur exécutif de la Banque de la Transition énergétique. C'est quoi la Banque de la Transition énergétique ? Alors c'est au sein de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes qu'on a eu cette volonté d'accélérer la transition de nos clients. On est une banque coopérative, une banque coopérative sur Auvergne-Rhône-Alpes, une clientèle beaucoup de PME. Et je commençais à voir qu'on avait parmi nos clients des enjeux de compétitivité pour beaucoup d'entreprises qui n'arrivaient plus à satisfaire aux demandes des grands donneurs d'ordre. C'est beaucoup de sous-traitants, de rang 1, de rang 2, de fournisseurs. Et puis pour une question environnementale, il fallait accélérer la transition auprès de nos clients PME. Et je me dis qu'en tant que banque, on peut avoir une double réponse. On peut être des acteurs, des accélérateurs, avec d'une part au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique. Au niveau macro, c'est simple. Le rapport Pisani-Ferry a parlé de 66 milliards d'investissements nécessaires par an pour respecter l'accord de Paris, avec un État un peu surendetté, avec 6 400 milliards d'épargne des Français. On se dit on flécherait que 1% de cette épargne, on résout l'équation. Et qui est-ce qui sait faire ça, qui sait faire le lien entre l'épargne et les crédits? C'est nous, les banques régionales. Donc cette idée de dire on va proposer à nos clients des livrets, des comptes à terme, avec cette promesse que toute l'épargne qu'ils vont collecter sur ces livrets va être exclusivement utilisée pour des investissements, des projets, des financements de transition. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, c'était sur l'aspect microéconomique. Nous, on a un actif gigantesque à la banque qui n'est pas dans notre bilan comptable, c'est la confiance de nos clients PME. Vous savez, un patron de PME, il fait un peu de tout. Quand on lui parle de transition énergétique, que son client lui dit qu'il faut qu'il respecte certaines... Il ne sait pas comment faire. C'est pas sa priorité. Ça peut le devenir, mais spontanément, ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas forcément au départ, mais il s'apparaît que pour répondre à des appels d'offres, il faut qu'il montre pas de verte. C'est de plus en plus obligatoire. C'est obligatoire, il faut montrer pas de verte. Alors c'est aussi des opportunités pour conquérir des nouveaux marchés, pour se différencier. Et ce chef d'entreprise de PME, il fait confiance à deux personnes, son expert comptable et son banquier. Et je me dis que si nous, en tant que banquiers, le point commun de toutes les PME, c'est qu'elles ont une banque. Si c'est le banquier qui va proposer, même pas des financements, bien en amont, des solutions opérationnelles, on va être écouté. C'est pour ça qu'on a créé tout un écosystème d'entreprises partenaires
sur tous les sujets de la transition qu'on va pouvoir prescrire à nos clients. Et puis, si nos partenaires et nos clients font affaire, on sera là pour financer derrière les investissements nécessaires. Quelques chiffres pour bien comprendre le levier de la Banque de la Transition énergétique. 508 millions d'euros collectés en 2025, 814 millions d'encours et qui sont répartis de cette façon. 41% pour des projets d'énergie renouvelable, 59% pour des projets de performance énergétique et environnementale. Si on reprend, tiens, par exemple, les projets d'énergie renouvelable, alors j'imagine, il doit y avoir du photovoltaïque, ça se dispatche comment? Alors, il y a beaucoup de photovoltaïque. Hein. Moi, l'objectif, c'était vraiment d'accompagner nos clients. Donc, on a beaucoup accompagné en autoconso. On a financé plus de 1050 centrales en l'espace de 4 ans. Hein. Ok. Et c'est des petites, hein, entre 100 et 500 kilos. C'est des panneaux sur le toit. Des ombrières, vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Pour qu'elles permettent de produire leur propre énergie. On était aussi avec 2022-2023 dans une crise d'énergie. Hein. Donc, c'était pour elles une capacité aussi à s'affranchir des prix de l'élec. Donc, beaucoup de photovoltaïque en autoconso pour des clients. Hein. Et voilà, ça, c'est une accélération énorme. Et puis, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a une autre chance, c'est qu'on a du dénivelé et de l'eau. Donc, beaucoup de centrales hydro aussi. On a encore des centrales hydro à financer. Et puis, un peu de méthanisation. On crée de nouvelles centrales hydrauliques. Il y a beaucoup de repowering à faire. Hein, c'est-à-dire des centrales qui étaient anciennes. Alors, il y en a quelques-unes hein, qu'on arrive à créer de nouveau. C'est long parce que les contraintes environnementales sont réelles. Hein. Il faut assurer la continuité écologique du cours d'eau, ce qui est absolument naturel, ce qui n'était pas forcément fait au départ. Et il y a beaucoup d'anciennes centrales, justement, où il y avait des conduites forcées un peu, qui dénaturaient un peu la continuité écologique, sur lesquelles il y a des investissements à faire. Et donc, on finance aussi ces investissements pour leur redonner une capacité de produire. Sur les projets de performance énergétique, alors on est plutôt dans quel secteur là? Alors on va être performance énergétique, on va être à la fois sur du particulier, avec de la rénovation énergétique d'ampleur. Hein. Dans les différents partenaires, moi j'avais un peu de mal à trouver des partenaires hyper fiables, parce que c'est vrai que quand on envoie un partenaire à un client, il faut qu'il soit fiable. On met en jeu l'image de la banque. Voilà. Et donc j'avais un peu de mal à trouver, et donc cette fois-ci, de manière exceptionnelle, on a racheté une entreprise qui s'appelle Cosynergie, qui est notre filiale maintenant, pour justement apporter des solutions de rénovation d'ampleur, de qualité à nos clients particuliers. Et là, je suis en train de lancer aussi la même chose sur les copropriétés, parce qu'il y a un énorme enjeu sur les copropriétés de rénovation. Et puis, alors ça, c'est pour les particuliers. Sur le tertiaire, il y a beaucoup de rénovation énergétique aussi à faire. Hein. Il est certain que les grands bailleurs, les foncières, elles voient bien que si elles ne permettent pas d'offrir à leurs clients des mètres carrés décarbonés, ils seront pas pris. Donc, ils ont aussi un enjeu de décarboner. Donc, on a pas mal de partenaires qui permettent aussi surtout d'investir au bon moment dans l'immobilier. Hein. Ça veut dire d'essayer de calibrer les travaux pour respecter le décret tertiaire, et puis aussi pour avoir une offre de mètres carrés qui soit utile. Vous êtes présent aussi sur des projets de mobilité, par exemple ? On a de la mobilité décarbonée, c'est à peu près un quart de nos financements. Là, et alors, c'est quoi? C'est accompagner des entreprises dans le verdissement de leur flotte, par exemple? C'est tout simple. Hein. Là, c'est vraiment le financement des flottes d'entreprises vers de l'hybride et de plus en plus vers de l'électrique, avec les bornes qui vont bien. Enfin, ça se diffuse bien. Hein. Il y a une grosse demande sur les véhicules électriques en entreprise. Et puis on a toute la partie industrielle qui est absolument, où là il y a beaucoup, c'est du cas par cas, mais il y a de la récupération de chaleur fatale. C'est incroyable comme la crise de l'énergie a permis de se rendre compte qu'on avait de l'énergie qui partait à l'air libre et qu'on pouvait réutiliser, on pouvait faire de la récupération. Il y a de l'électrification de processus aussi, pas mal. Donc ça, c'est vraiment sur la partie industrielle. Là, on utilise un partenaire qui est Neldeo, qui est un partenaire qui est sur vraiment tout ce qui est industrie. Et puis, on a ensuite l'accompagnement de start-up dans l'innovation, des start-up qui, elles, vont être spécialisées pour l'apport de solutions de transition à nos clients. Et puis là, je suis en train d'ouvrir un énorme sujet, c'est la transition hydrique. Alors l'eau, on en parle dans un instant parce que c'est très important et on y consacrera de longues minutes dans cet entretien. Mais là, on vient de détailler un peu les secteurs. On va rentrer peut-être dans le détail des projets avec cette question posée par Cécile de Normandie, qui était à votre place ici la semaine dernière, déléguée générale de l'association Entreprises pour l'environnement. Question
très courte qui va susciter une réponse précise. Bonjour Pierre-Henri, moi j'aurais aimé savoir quel était le projet que vous avez financé et dont vous êtes le plus fier. C'est difficile de choisir. On a financé plus de 13 000 là. Donc, alors un financement récent peut-être. Celui que je préfère, Ouais. vraiment mon coup de cœur, ça s'appelle Matéco Recyclage. C'est une boîte lyonnaise qui va revitaliser les terres de chantier. Qui va donc tous les gravats autour des chantiers, qui va les trier, concasser et revitaliser avec le compost de la métropole de Lyon et qui en refait de la terre fertile. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment le côté régénératif. Et voilà. Donc, c'est des gros investissements parce que pour concasser toute la terre de chantier, il faut de gros matériel. Et donc, je suis très fier d'avoir financé ça. Comment vous choisissez les projets que vous financez? Est-ce que, parce qu'il y a des choix qui sont des choix... alors, il y a des coups de cœur, il y a des modèles économiques, mais il y a aussi, est-ce que la solution environnementale qu'on nous propose est forcément la bonne? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes obligé d'aller chercher parfois des experts pour dire là on est dans la bonne direction ou au contraire peut-être qu'on n'en est pas sûr? Oui, bien sûr. Oui. On va vérifier. Moi, la promesse que j'ai faite à mes épargnants, c'est qu'on va décarboner. On a économisé 121 000 tonnes de carbone avec nos financements et l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que les solutions qui nous sont proposées sont des solutions qui sont efficaces. Alors, quand on n'a pas la compétence, on a tout un écosystème sur lequel qu'on va mobiliser. J'ai créé un comité consultatif au sein de la Banque de transition énergétique avec des experts de transition, des pôles de compétitivité, l'ADEME, et donc c'est aussi des experts qui peuvent me conforter ou pas quand il y a un doute sur la solution qui m'est proposée. Alors, vous vouliez parler de l'eau, effectivement, c'est un enjeu majeur. Déjà, sur le constat, les entreprises que vous conseillez, qui viennent vous voir, qui se financent grâce à vous, est-ce qu'elles ont pris conscience de l'enjeu à la fois du stress hydrique, de la sécheresse, parfois des inondations? Est-ce que c'est devenu un enjeu majeur pour ces entreprises? C'est un enjeu majeur, mais on n'en a pas conscience. D'accord. C'est vraiment là où on a fait... j'ai fait faire une étude de marché sur Auvergne-Rhône-Alpes pour identifier, entreprise par entreprise, leur fragilité hydrique. À partir de 2035, on va manquer d'eau systématiquement, de manière récurrente, en été. La ressource estivale va être vraiment problématique. Et ce qui est... Donc on va voir ce qu'on a vu, pardon je vous interromps, mais ce qu'on a vu à l'œuvre, c'est-à-dire des arrêtés préfectoraux de restriction d'eau. On en a vu même jusqu'en Normandie l'été dernier, on va les voir se multiplier. Ça va se multiplier, c'est très inégal d'ailleurs, parce que ça ne dépend pas de l'eau qui tombe du ciel, mais du sol qui reçoit les eaux. Sur les sols argileux, ça va être beaucoup plus compliqué. Et effectivement, le risque pour les entreprises, et c'est ça qui les motive, parce que le prix de l'eau est tellement peu cher que c'est pas l'économie d'EBITDA, l'économie de charge qui va les faire bouger. C'est vraiment ce risque que le préfet coupe le robinet, d'arrêté préfectoral, d'arrêté sécheresse et de mise en chômage technique. Et c'est vrai que les entreprises, elles consomment plus ou moins d'eau dans leur processus industriel. Donc il y a des solutions de sobriété hydrique à faire dès maintenant, parce que c'est maintenant le stress hydrique généralisé, c'est 2035, donc c'est maintenant qu'il faut faire les investissements. Et puis des solutions de reuse aussi, donc des réutilisations de l'eau, de passer en économie circulaire sur l'eau, donc l'eau qu'on consomme, on la nettoie et on la réutilise dans le processus industriel. Donc c'est des gros investissements à faire aujourd'hui. Et nous, on a un travail aujourd'hui un peu d'évangélisation auprès de nos clients pour leur dire, attention, c'est maintenant qu'il faut agir sur l'eau. Ça veut dire que vous êtes à l'initiative? Oui, nous, même sur l'énergie, au début de la transition énergétique, alors il y a eu la crise énergétique qui a tout accéléré. Mais en 2020... D'ailleurs, vous dites que les entrepreneurs ne veulent plus revivre 2022, ce qu'on peut comprendre vu la flambée des prix. Ça a été un choc qui n'était pas du tout anticipé. L'énergie n'était pas chère, elle était abondante, et le fait de certaines entreprises qui ont vu leurs factures multipliées par 8, elles avaient un enjeu de réduction de leur consommation et puis d'autoproduction, d'autoconso. Donc ça a été un accélérateur. Sur l'eau, il y a aussi cet enjeu de sobriété très fort. Les processus aujourd'hui ne sont pas adaptés au manque d'eau. Souvent, on utilise de l'eau de manière abondante, alors que quelques modifications de process
sans gros investissement, permettent de réduire énormément. Moi, j'avais l'exemple d'une entreprise qui faisait des dragées avec différents parfums. Et à chaque fois qu'elle changeait le parfum, on nettoyait les cuves à grande eau. Et quelquefois, on les nettoyait les cuves 4 fois dans la journée. Il suffit de dire que tel jour de la semaine, on fait tel parfum, et on divise par 4 le volume d'eau. C'est tout bête. C'est vraiment tout bête, mais c'est beaucoup de petites choses comme ça. Et puis, ce qu'elles n'ont pas, les entreprises, c'est qu'elles souvent, elles connaissent pas la mesure de leur consommation. Et ça, on ne peut pas attaquer un processus de sobriété hydrique quand on ne sait pas combien de mètres cubes on utilise dans chaque process. Mais on en est tous là, même chaque citoyen français. Comme l'eau n'est pas chère, c'est pas une facture qu'on regarde, quoi. Et donc, il y a un enjeu aussi de connaître les volumes d'eau consommés à chaque étape du process de production. Oui. Et moi, j'ai trouvé une start-up sur Lyon qui a fait le Linky de l'eau. Donc c'est un compteur, en fait. C'est des capteurs. C'est encore plus. C'est même pas des capteurs. Enfin, c'est un capteur sur le compteur. Okay. Parce que le compteur, il y a une roue crantée qui tourne. Il suffit de voir quand elle tourne, mettre un capteur. Et puis, dans ces cas-là, on peut avoir en temps réel sa consommation d'eau. Et dès lors qu'on peut modéliser sa consommation d'eau dans la journée, sur les processus, là, on peut enfin passer à l'action pour réduire sa consommation. C'est vraiment... donc, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment sur cette capacité de sobriété hydrique. Avec des outils de l'innovation qui permet, par exemple, je pense aux fuites, parce que c'est vrai que le réseau, il est vieillissant, et donc on sait très bien qu'il y a une déperdition qui est hyper importante. Il y a des outils technologiques qui permettent d'avancer, là. Là, avec le petit capteur en temps réel, dès qu'il y a une fuite, on voit que tout d'un coup, la consommation, elle explose, et donc on sait qu'il y a une fuite. Alors, sur les fuites, les écologues nous diront que c'est très bon, ça remplit les nappes phréatiques. Ok. Mais c'est de l'eau traitée, donc économiquement, c'est une aberration quand même. Oui, effectivement. Je reviens sur la question énergétique parce que il y a eu 2022 et donc il y a eu un certain nombre d'entreprises, beaucoup d'entreprises qui ont changé leurs pratiques. Est-ce que ça veut dire qu'on est aujourd'hui plus résilient, plus fort pour résister au choc qui est en cours, qui n'est pas exactement le même, mais qui est quand même... Le prix de l'élec n'a pas beaucoup bougé. Beaucoup bougé. Aujourd'hui, on n'a pas fait tourner les turbines à gaz, en particulier parce que les centrales on produisent et puis qu'on a aussi de l'énergie renouvelable qui produit. Oui. Alors qu'en 2022, on avait des centrales nucléaires qui étaient en pleine rénovation. Donc c'était vraiment ça le sujet, le prix de l'électricité qui avait bondi. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça repose la question, malgré tout, de la sortie du fossile. Vraiment, les projets du gouvernement d'électrification, de sortie du fossile, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et là, je pense qu'il y aura la transition énergétique, c'était un peu... les enjeux énergétiques, pour les entreprises, c'était passé un peu au deuxième rang avec la baisse du prix. Là, on retrouve qu'il y a un enjeu qui revient vraiment tout en haut de la pile, c'est de sortir du fossile. Vraiment, ça, c'est majeur. Et ça veut dire, vous parliez des projets d'électrification des flottes automobiles. Bah, j'imagine que là ceux qui hésitaient n'hésitent plus. Là, ça va revenir beaucoup. Il y aura des pompes à chaleur aussi qui vont se développer, en faisant attention qu'elles ne cannibalisent pas l'isolation quand même, parce que... normalement, dans une rénovation énergétique, on commence par isoler, on fait la ventilation et puis après, on calibre correctement la pompe à chaleur ou l'outil. Ce serait bête de mettre des pompes à chaleur dans les passoires énergétiques. Mais oui, les pompes à chaleur, il faut que ça se développe aussi. On a cette chance d'avoir de l'électricité en France, l'électricité décarbonée, et c'est une opportunité extraordinaire de sortir du fossile. Je voudrais qu'on revienne sur le modèle de cette Banque de la transition énergétique qui donc s'appuie sur l'épargne des Français. Déjà, est-ce que c'est une demande des épargnants ou est-ce qu'il faut les convaincre de verdir les projets qu'ils accompagnent? Quand j'ai lancé la BTE, c'était en 2020, post-Covid. Vraiment, c'était... Et là, il y avait vraiment une dynamique post-Covid de donner du sens à son épargne. Vraiment très clair. J'avais fait une étude de marché avant de lancer la BTE. 80% de nos clients sociétaires, ils voulaient donner du sens à leur épargne. Mais 75% de ces 80 nous soupçonnaient de greenwashing. Donc, il y a aussi cette image des banques qui n'est pas forcément bonne, en disant ils disent beaucoup de choses et puis ils ne font pas, etc. Donc, tout l'enjeu qu'on avait eu à la BTE et qu'on continue, c'est d'avoir une rigueur exceptionnelle sur la traçabilité
des crédits qu'on met en face de l'épargne, de cette mesure de l'impact. Je parlais tout à l'heure des 121 000 tonnes de CO2 évitées. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de produits bancaires monétaires, de livrets ou de comptes à terme, qui sont capables de mesurer l'impact des financements. Donc vous avez mis en place des outils pour pouvoir prouver que les investissements que vous proposez aux épargnants, ils sont efficaces. Il y a un élément de preuve absolument indispensable à avoir. Ce risque de greenwashing, il est réel et il faut l'évacuer avec des éléments de preuve, des chiffres. Là, je le fais chiffrer par un cabinet extérieur. Voilà, y a pas de, Donc, demande forte dans la foulée de la crise Covid 2020. Est-ce qu'elle est moins forte aujourd'hui? Elle est moins forte, oui. Moi, je sens qu'il y a... Alors, elle est moins forte côté particulier. Côté particulier, c'est vrai que la question de la rémunération des produits d'épargne est passée vraiment devant. Et en revanche, côté entreprise, c'est le contraire. On a beaucoup d'entreprises qui veulent que leur trésorerie disponible, quand ils la placent, ait un impact. Donc on voit progressivement dans notre collecte d'épargne un changement de mix avec... au début, on était à 80% de particuliers, 20% d'entreprises. Maintenant, on est quasiment à 50-50. Les entreprises ont envie aussi, alors pour des raisons aussi d'engagement ou de rapport extra-financier, je ne sais pas, mais de pouvoir montrer que leur trésorerie a de l'impact. Est-ce qu'il faut une aide gouvernementale, c'est-à-dire une réglementation qui pousse l'épargne des Français vers ces projets? Alors, l'enjeu, il est pour la transition énergétique, il est pour toute autre chose, par exemple, le financement d'un effort militaire auquel on ne va pas pouvoir y passer. Donc, est-ce que vous avez besoin d'un aiguillon réglementaire ou pas forcément? Vous n'en avez pas eu besoin jusqu'à présent. Réglementaire, je ne pense pas, mais qu'il y ait une demande de la part des épargnants de savoir à quoi sert leur épargne, ça c'est vraiment un mouvement de fond. Et qu'on leur laisse le choix de dire mon épargne, elle va servir à la transition, servir à la défense, servir à l'éducation, je ne sais pas. Ça, je pense que c'est important. Et ça, ça nécessite aussi de vérifier qu'il n'y a pas de fausses promesses. Donc, comment on fait pour tracer? Mais je pense que oui. Je pense que le mouvement pour donner du sens à l'épargne, c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Et effectivement, alors vous l'avez évoqué très rapidement, on a parlé de l'eau qui était un thème très important, mais moi je voudrais bien qu'on parle aussi des copropriétés, parce que vous en avez parlé très vite, et je pense qu'il y a là un levier de décarbonation qui est quand même majeur. Oui, qui est majeur et qui est mal adressé. Alors, les copropriétés, les HLM, déjà, il y a eu des gros efforts de fait. Là, je parle de la copropriété privée, ce qui n'est pas toujours très simple. La copropriété privée, il faut mettre d'accord l'Assemblée générale, il y a un alignement d'intérêts qui n'est pas toujours évident. Ce qu'on voit, c'est qu'avec l'interdiction de location des passoires énergétiques, les bailleurs, qui au début, il me disait, vous savez, c'est pas nous qui payons le prix de l'électricité, donc on n'est pas très motivé. Dès lors qu'ils voient qu'il y a un risque de ne plus pouvoir louer des passoires énergétiques, là, les bailleurs sont vraiment très favorables à faire des travaux. Pour les propriétaires occupants, il faut les convaincre. Et il y a objectivement, on a vu avec le rapport des notaires cette année, il y a une valeur patrimoniale qui augmente en fonction du DPE des Ça, c'est l'argument principal à donner aux propriétaires. Et sur une copropriété, c'est très compliqué d'améliorer le DPE d'un appartement si on ne fait pas les travaux au niveau de la structure de la copropriété. Donc oui, donc il y a un enjeu. Là. Aujourd'hui, je trouve que le marché de la rénovation des copropriétés s'est enfin réveillé et il y a une grosse demande. Après, le financement est compliqué. Parce que est-ce qu'on finance chaque copropriétaire? Est-ce qu'on finance collectivement le syndicat des copropriétés? Le syndicat des copropriétés a une personnalité morale qui n'est pas évidente à appréhender. Donc là, vous faites comment? C'est au cas par cas ou alors là, on a développé une offre de prêt collectif, donc on prête au syndicat des copropriétaires. Et eux-mêmes, chaque copropriétaire ayant le choix ou pas d'adhérer au prêt collectif. Est-ce qu'il y a une forme de, alors je ne sais pas quel terme employer, mais d'évangélisation? Enfin, vous disiez tout à l'heure, il faut parfois qu'on soit nous à l'initiative, par exemple sur l'eau, le risque hydrique, pour aller convaincre les chefs d'entreprise. Est-ce que de la même façon, vous êtes obligé de prendre votre bâton de pèlerin là, pour convaincre les copropriétés? Alors, j'avais fait une étude j'avais créé avec Grenoble École Management une chaire où j'avais fait travailler sur la sociologie des copros pour voir justement les freins et les leviers. Alors, ça rend très humble. Ça rend très humble parce que l'un des freins majeurs qu'on a identifiés, c'était la crainte du désagrément lié aux travaux et du risque de cambriolage lié aux échafaudages qu'on met.
Ok. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est très concret. Bien sûr. Et là, il y a des solutions pour rassurer. Et en revanche, le levier principal qu'on voit émerger, et ça, je pense qu'il va encore s'accentuer dans les années à venir, c'est le confort d'été. On voit, étonnamment, la réduction de la facture n'était pas en premier. Mais le confort d'été arrive vraiment tout en haut. On aura dans les villes, on aura un vrai sujet de confort d'été. Et si on n'isole pas, c'est pas que de la clim qu'on va s'en sortir. Ouais. Est-ce que cette transition, elle est dépendante de subventions publiques? Et d'une manière générale, est-ce que l'efficacité d'une transition est pas inversement proportionnelle à sa dépendance aux subventions? Vous voyez ce que je veux dire? Dans la rénovation, les subventions comptent beaucoup. Ouais. Elles comptent beaucoup. Ce qui pose un vrai sujet avec les variations, les changements réglementaires incessants qu'on a sur ma prime rénov, avec du stop and go permanent. Oui, je pense qu'il faut une stabilité des aides. Ça, c'est absolument indispensable. Et puis faire comprendre aussi que la rénovation énergétique, au-delà de l'aspect financier, c'est du confort en plus. Je pense qu'il faut vraiment insister sur le confort, confort d'été, confort d'hiver, et puis sur la valorisation patrimoniale que ça va engendrer. Voilà. Et donc, c'est pas uniquement un effet d'aubaine pour aller chercher des subventions. Et vous êtes une vigie en quelque sorte. Vous avez parlé de l'eau. Il y a d'autres sujets comme ça que vous voyez émerger, que vous allez. Il y a des sujets que j'arrive pas à adresser. La partie environnementale, biodiversité. Je sais pas comment l'appréhender, par exemple. Comment trouver un modèle économique pour l'appréhender, ça j'ai beaucoup de mal. On travaille beaucoup avec le monde agri. Il y aura des enjeux sur le monde agri qui sont énormes, mais j'arrive pas aujourd'hui, par exemple, à identifier le modèle économique qui est associé à ça. Il n'y a plus qu'à. On va essayer collectivement de trouver la réponse. Merci beaucoup, Pierre-Henri Grenier, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups, aux innovations. C'est parti. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups, aux innovations. J'accueille Olivier Sibué, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur de FetChef que vous avez créé en 2023, après plusieurs années de maturation. Elle vient d'où l'idée? C'est quoi l'idée de FetChef? L'idée, c'était de permettre au départ de proposer un service rapide, haut de gamme, à table au restaurant. Ok. Avec possibilité de réserver un service précommandé, en fait. Donc, on l'imagine très bien pour des groupes d'entreprises, de particuliers, etc., qui veulent qui ont un temps imparti à table. Et pour s'assurer que ce temps imparti soit aussi de qualité, de bien manger, etc., on propose à chacun de précommander à l'avance son repas avec une app qui facilite cette prise de commande à distance de façon individuelle et consolidée. C'est une appli, une plateforme où on commande un service gastronomique en quelque sorte, on peut dire ça comme ça? Oui, service gastronomique ou bistronomique. C'est vraiment fait pour la cuisine fait maison, qui prend du temps à cuisiner. Et cette idée-là, finalement, je l'ai validée avec des chefs pendant le Covid. Ils étaient tous disponibles. Ils ont trouvé que ça apportait finalement beaucoup de facilité sur l'organisation. Parce que souvent, si c'est pour des entreprises qui viennent, il y a une personne qui s'occupe de récupérer toutes les commandes des uns, des autres, les intolérances, les régimes. Ça devient de plus en plus compliqué. Et finalement, ce canal-là permet en 5 minutes de laisser chacun s'exprimer. Et puis surtout aux chefs et aux cuisines, d'avoir moins de stress et moins de coups de feu du midi, par exemple, parce qu'ils auront pu anticiper dans les justes quantités, sans stress, aller plus loin que la mise en place. C'est la question que j'allais vous poser aussi sur l'anticipation des commandes et peut-être la lutte contre le gaspillage, si on va d'un côté ou de l'autre. Exactement. Finalement, c'est un système qui permet, en engageant quelque part le client sur cette méthode, sur cette approche, d'aller beaucoup plus loin dans la réduction des déchets, parce qu'on va vraiment, à la limite, faire ses stocks et cuisiner exactement dans les bonnes quantités. Qui sont vos clients? Les clients, je m'adresse, c'est vrai,
aujourd'hui beaucoup aux entreprises Oui. qui ont ces besoins d'événementiel, de gastronomie, de qualité. Sur la plateforme, on va pouvoir trouver des restaurants, des chefs privés, des traiteurs pour la partie gastronomique, mais aussi tous les acteurs de l'événementiel. Mais vraiment pour la partie gastronomique, finalement, au restaurant, comme ça devient une plateforme de réservation en ligne d'un autre genre, on va dire, plus engagé, plus solidaire, mais c'est un vrai outil de réservation en ligne, ça s'adresse à tout le monde. Mais avec cette possibilité pour les restaurants de créer, alors là j'ai insisté sur le service rapide à table, mais en fait quand on se rend compte de l'expérience que ça apporte, on est aussi dans des codes du luxe, dans une expérience incroyable, parce qu'on arrive, on est attendu par le restaurateur, par les équipes, ils savent déjà ce qu'on souhaite, éventuellement ce qu'on a oublié aussi, mais on a un moment à table d'une qualité incroyable. Donc moi-même, j'étais le premier surpris en le testant avec mes copains au départ. Mais, oui, c'est quoi le modèle économique de FedChef ? Alors, le modèle économique, on l'a voulu très solidaire et engagé. Donc, pour les restaurants, finalement, on propose une plateforme de réservation en ligne qui peut leur être offerte. Souvent, c'est des outils qui coûtent assez cher, c'est de la haute technologie, et puis on va de plus en plus loin dans le développement, ça coûte très cher. En fait, on va engager le client au moment de réserver avec un acte citoyen qui donne du sens. C'est ce qu'on a appelé la philantro-réservation, qui permet finalement au client qui veut réserver dans un établissement qui a choisi FedChef de confirmer sa réservation par un micro-don ou une micro-participation. Une partie finance le système, mais surtout jusqu'à 50% sont redonnés à des actions caritatives, des associations. Et là, on retombe un peu dans la RSE amplifiée. Donc, c'est pas seulement le gaspille, ça peut être aussi l'acte citoyen, déjà engagé, parce que il y a beaucoup de gaspille qui est lié au no-show, parce qu'on prévoit des surquantités. Si les tables sont pas occupées, tout ça, c'est quand même aussi du gaspille. Et avec notre système de précommande, on va encore plus loin pour certaines situations ou pour des services spéciaux, que ce soit du gastronomique, du rapide ou du sur-mesure ou un menu événementiel pour certaines dates de fête ou autres. On va vraiment cuisiner dans les bonnes quantités. Donc, zéro gaspille, zéro stress, zéro attente, fluidité et expérience optimale finalement. Merci beaucoup Olivier Cibé et bon vent à FedChef. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart for Change, la chaîne des affaires. Salut.